au-delà du fait que plein de gens ne se retrouvent pas dans les médias, c'est que en fait, quand on arrive en tant que journaliste, on prend avec nous la ligne éditoriale du média, mais on vient avec tout ce qu'on est aussi. On vient avec tout ce qu'on est de billets raciaux, de billets sociaux, on vient avec tout ce qu'on a d'histoire, avec nos références culturelles. Et en fait, les médias s'appauvrissent à n'être constitués que de gens qui se ressemblent. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse comprendre en fait aux directions des médias, c'est qu'aussi dans leur intérêt qu'on se bat en fait, pour qu'il y ait des idées de sujets, des idées d'angles, etc., qui soient nouveaux parce qu'il y a des personnes qui ne leur ressemblent pas. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Radija Serouali. Radija, bonjour. Salut. Et bienvenue dans ce podcast. Tu es journaliste chez Mediapart et une des cofondatrices de l'association AJAR, Association des journalistes antiracistes et racisés. Et donc c'est plutôt pour parler de cette association aujourd'hui que je t'ai invité. Même si tu as des choses à dire sur Mediapart, tu pourras les dire. Tu sais que le micro est ouvert, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler. Alors non, en vrai, donc on va parler de l'AJAR aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que cette association a été créée, combien vous êtes aujourd'hui ? Ouais, alors il y a plusieurs dates. La toute première fois qu'on a parlé, c'était dans le salon de Arnaud Pedram, qui est aujourd'hui le président de l'association, qui est un jeune journaliste qui travaille justement sur les questions de discrimination. Il revenait des États-Unis où il avait fait ses études de journalisme, où il y a déjà là-bas pas mal d'associations de journalistes racisés, où la question de la race des personnes racisées est posée de manière beaucoup plus frontale et honnête. Et depuis là-bas. Plus longtemps aussi probablement. Oui. Et en fait, en revenant de ses études, on discutait plus avec un copain et il me disait « Mais en France, vous en êtes où ?» Et j'ai dit « On en est nulle part. » Du coup, c'est autour d'un thé qu'on s'est dit « Viens, on fait une asso et tout. » Et la première réunion, c'était pas très longtemps après, c'était le 22 janvier 2022. C'était vraiment, comme disent les jeunes, en soum-soum, très discrètement, parce qu'on avait vachement peur de la réception, ouais. Voilà. Donc on s'est regroupé à quelques-uns. Il y avait des journalistes de Mediapart, il y avait des journalistes du Bondi Blog, il y avait des pigistes, voilà, on était une dizaine dans les locaux d'Africulture, qui est une revue sur la culture africaine à Belleville. Ouais. Qui nous avait prêté gentiment nos locaux parce que le président, je crois, était dans les discussions. Et puis, on est devenu public. Donc, on s'est réunis comme ça, un peu discrètement, très discrètement, pendant un an où on a commencé un peu à étoffer nos réseaux et se dire pourquoi on crée cet asso, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller. Et ce n'est que le 20 mars 2023 que le public a su, par une tribune qu'on a publiée dans Libé, qui a été signée par 160 journalistes, dont la plupart après sont devenus membres de l'association, qui étaient des journalistes de télé, de radio, de presse écrite, dans l'Hexagone, en Outre-mer. Il y avait une grande diversité, dans des médias classés à gauche, dans des médias classés à droite, dans des médias... voilà. Donc c'était très divers, on était très contents. Donc une tribune assez forte, oui, voilà, avec un vrai soutien. Et l'accueil a été bon ? L'accueil a été plutôt bon déjà chez les organisations journalistiques, puisqu'on a plusieurs syndicats qui ont signé avec nous, des organisations aussi associatives comme La Chance au concours, dont je fais aussi partie d'ailleurs, qui est une association qui aide les boursiers à passer les concours aux écoles de journalisme pour plus de diversité sociale dans les médias. D'accord. On avait Prenons la Une, l'association des femmes journalistes, l'AJL, qui est l'association des journalistes LGBT, qui nous ont soutenus dès le début, et d'ailleurs ils font partie de nos modèles. Donc on a eu une réception, à notre plus grand étonnement, assez positif. Évidemment, on a eu quelques articles racistes dans la presse raciste, classique, t'en entendais pas moins quelque part. Voilà, on aurait été déçus. De reconnaissance, tu vois, exactement. Mais sinon, plutôt bon accueil. Et ce qui nous a rassurés, c'est que c'était plutôt un bon accueil sur un texte plutôt clivant, en fait. On n'a pas, pour avoir le plus de signataires possible, fait un truc lisse et sans aucune revendication. On a fait un texte plutôt fort, où on pointait directement la responsabilité de nos confrères, des directions des médias et de tout cet écosystème dans la promotion des idées racistes. Et où on disait, en fait, on mettait un coup de pied dans la porte assez vénère en disant
vous avez fait sans nous pendant longtemps et maintenant, ce sera plus possible, en fait. Ouais, un truc assez fort. Le texte est beau. Je le mettrai en note de l'épisode. Et pour celles et ceux qui débarqueraient, je permets de poser la question, parce qu'en fait, vous le définissez sur le site internet et ça fait partie juste de votre nom, de l'Ajar. Qu'est-ce que le terme racisé veut dire ou recouvre? Qu'est-ce que tu mets derrière? Oui, je vais te répondre, mais juste avant, je suis une mauvaise journaliste. Je n'ai même pas répondu à la question d'avant. On a à peu près 200 maintenant. Oui, c'est vrai que Voilà. Alors, c'est ma faute, c'est que je fais souvent des doubles questions. Effectivement, la date, la genèse que tu viens très bien de raconter. Et vous êtes donc 200 membres de l'association. À peu près, parce qu'on a toujours des gens qui adhèrent en cours de route. Et nous, alors, on est une association ouverte aux personnes subissant les discriminations et les racismes. Mais on regarde quand même les gens qui viennent chez nous, qui soient déjà journalistes, qu'ils aient leur place dans l'association, que ça se passe bien, etc. On essaie de construire un espace le plus possible bienveillant et qui fonctionne bien. Donc, on a toujours en cours des recrutements, mais là, à peu près 200. D'accord, il faut être juste journaliste pour faire partie de l'association. Il n'y a pas besoin d'être racisé. Il faut être journaliste et subissant la discrimination. Ouais, on est. Oui, il y a la notion quand même de discrimination. Et là, pour le coup, elle est assez large puisque tu parlais d'associations comme la JL, discrimination etc. raciale. Ouais. C'est exactement. Donc, du coup, c'est la question que tu me poses après. Pour nous raciser, enfin, c'est pas pour nous. C'est en gros, c'est un mot très français déjà. Ça, faut le redire. On l'a dit sur notre site, mais c'est pas très connu. Souvent, quand on parle de raciser, racialisation, tout le monde nous dit mais vous prenez comme modèle les Américains. Alors, pas du tout. C'est un mot qui a été inventé par une sociologue française qui s'appelle Colette Guillemin, qui était une sociologue et une militante française qui l'a définie dans l'idéologie raciste en 1972. Et en fait, je crois que... comment elle a décrit ce que c'est que les personnes racisées? C'est les personnes en situation de minorité par rapport à un groupe majoritaire. Le groupe majoritaire étant le groupe là, tel qu'elle est définie, dominant par rapport à un groupe dominé, sur des critères qui sont raciaux. Alors évidemment, chez nous, la race n'est absolument pas scientifique. Ça, c'est chez les racistes. Chez nous, la race, elle est définie justement par l'autre, par comment l'autre nous perçoit. Nous catégorise, nous perçoit et nous étiquette. Et comment, en fait, le groupe majoritaire, ici les Blancs, ne s'auto-désigne pas, puisque pour eux, ils sont la majorité, la norme, et comment, en ne se définissant pas, ils nous définissent, nous, comme autres, comme minoritaires, et tout ça toujours dans un système de domination, de dominé, de dominant. Donc c'est ça, raciser de manière plus simple. Quand on va dans des écoles, on a face à nous des plus petits et tout, on dit en gros c'est toutes les personnes qui peuvent subir le racisme. On ne dit pas le racisme et l'antisémitisme, parce que pour nous, l'antisémitisme est un racisme. Parce que sinon, il faudrait préciser toutes les formes de racisme, il y en a plein. Ouais. Et après, on pourra discuter un peu plus sur le fond. Nous, on a à cœur des thématiques après assez précises, comme par exemple faire attention au fait de quand on parle des personnes noires, de ne pas toujours mettre en avant que des personnes light skin parce qu'elles seraient les plus acceptables. Light skin, donc avec une couleur peau de claire. Voilà. Enfin, donc peau noire, mais plutôt claire. Voilà. En se disant, en fait, il y a aussi une discrimination à l'intérieur de certains groupes raciaux. Enfin, voilà, on essaie d'être fin, en fait, dans notre analyse de ce que c'est la race en France aujourd'hui. Il y a des personnes qui peuvent paraître de peau blanche, mais nous, c'est pas la couleur de peau qui nous intéresse, c'est est-ce qu'elles subissent une discrimination. Par exemple, nous, on a des gens qui, de peau, peuvent paraître blancs, mais qui sont juifs, et les juifs, depuis des millénaires, subissent le racisme de plein fouet, l'antisémitisme, et qui est toujours en cours, y compris dans la sphère médiatique. Ouais. Donc, en gros, pour nous, raciser, c'est toutes les personnes qui subissent la discrimination raciale, quoi. Donc avec la petite historique là que je t'ai racontée de Colette Guillemin. Ouais, non, mais qui est intéressant. Et donc, je repose la question, LGBTQI+, c'est une sorte de racisme pour vous. Enfin, peut-être pas de racisme, je sais pas comment vous le dites, mais on peut être discriminé, on est dans ce schéma-là, donc la racisé, pour vous, ça rentre là-dedans. Non, en fait, après, il y a parfois des discriminations qui se croisent. Hein. Mais nous, chez nous, racisés, c'est les personnes qui vivent des discriminations raciales. Et ça compte aussi pour les religions réelles ou supposées. Hein. Parfois, on dit, parce qu'une personne a l'air arabe, elle est musulmane, alors que c'est peut-être pas vrai. Et par contre, tu as raison de poser la question des autres discriminations. On travaille en lien très étroit, très très souvent avec l'AJL et Prenons-la Une, puisque souvent les discriminations se croisent et que nous on a un grand intérêt, enfin on fait très attention en fait au croisement de ces discriminations auxquelles on ajoute évidemment le mépris de classe, qui est aussi une autre forme de discrimination qui est prise en compte dans toutes nos associations, mais plus spécifiquement, par exemple, par l'association La Chance. Ouais, et en fait, elles se croisent ou elles s'additionnent, les discriminations. Voilà. Ce que je veux dire, c'est ça aussi qui peut être, terrible. Et donc, pourquoi avoir voulu fonder l'association ? C'est pour
plus peser, c'est pour fédérer. C'était quoi un peu l'objectif ? Ouais, c'est au-delà de cette tribune qui a marché. Ouais, c'est un peu tout ça. Alors en fait, on se rendait compte il y a aujourd'hui, et même avant l'association, que l'association existe, des personnes racisées dans les médias. Certes pas majoritaires, certes pas au poste de chef, mais en fait on était tous un peu dans notre coin, à marmonner, à se dire bah voilà, moi j'ai subi ça, et je sais pas trop quoi en parler. On allait en parler aux associations, aux organismes auxquels on appartenait dans nos syndicats. Donc on a plusieurs membres qui sont au SNJ-CGT, au SNJ, à la CFDT, dans les associations dans lesquelles on était, dans nos rédactions, auprès de nos délégués du personnel. Mais en fait, on se rendait compte tous individuellement, chacun dans son côté, que le racisme au sein des entreprises de presse n'était jamais le sujet prioritaire. On était toujours le sujet de fin de conversation, de fin d'AG. Oui, c'est important, mais bon, il y a d'autres trucs à traiter. Voilà, c'est important, mais on ne va pas mettre de moyens. C'est important, mais on ne va pas trop se poser la question pour pas... J'ai un exemple très précis en tête. Je ne peux pas citer la rédaction, mais on avait dans un CSE une présentation d'une formation antiraciste avec une DRH qui dit « Mais je ne peux pas croire qu'il y a du racisme dans ma boîte. » En fait, si, en France, il y a des billets racistes, sexistes, homophobes, etc. Et c'est un travail de se déconstruire et nous, on propose de faire ce travail ensemble. Ouais. Donc, il y avait ce truc où on était un peu tout seul avec nos problèmes, chacun dans son côté. Et aussi, on voyait en fait la fascisation accélérée de l'espace public se passer sans que personne ne dise rien sur l'aspect antiraciste, ou en tout cas que personne ne dise rien de manière audible. On avait Rokhaya Diallo qui y allait, mais parfois un petit peu toute seule, un petit peu esselée. Il y avait ci et là des réactions, mais il n'y avait pas d'organisation proprement parlée qui prenait cette question comme la question première. Et donc, on voyait nos confrères publier des articles racistes, des reportages, des radios, vidéos, et il n'y avait pas assez de réactions pour nous. Mais pire que ça, il n'y avait pas de décryptage. Personne n'expliquait en quoi c'est raciste. Ouais. Et donc, en fait, nous, on s'est dit, 1, on ne veut plus être tout seul. 2, on ne veut plus être si peu nombreux. On veut aussi que les rédactions ressemblent à la société française dans sa grande diversité, sociale, raciale, de genre, etc. Et on veut aussi que les biais racistes soient moins nombreux dans les articles, qu'il y ait de formation et que ce soit un sujet d'attention, quoi. Ouais, et ça, justement, on va revenir, on va décrypter un peu tout ça. Juste, quand on est, donc, fait du soutien aux journalistes aussi, au sein des médias, quand on est journaliste racisé ou étudiant d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi, j'imagine, c'est aussi dans les écoles que ça peut arriver, quel risque on prend et comment il se manifeste ce racisme ordinaire dans les rédactions? Parce qu'effectivement, c'est pas, tu vois, d'ailleurs, c'est DRH, je ne le savais pas, donc c'est pas quelque chose qui est forcément très visible. Alors moi, je sais pas si je dirais racisme ordinaire, je dirais racisme tout court, parce que je pense que ça fait partie comme si tu veux, d'un ensemble. Il y a des petits trucs qui paraissent pas graves, mais qui en fait amènent à des trucs plus graves et qui font une espèce de contexte dans lequel c'est ok. J'ai préparé des exemples pour que les auditeurs en fait se rendent compte de où on en est encore aujourd'hui dans les médias français. C'est des exemples qui proviennent de rédactions diverses et variées. Donc par exemple, prenons l'exemple des femmes voilées. Qui subissent à la fois la misogynie et l'islamophobie. Encore aujourd'hui, la CCIJP, qui est la commission qui donne les cartes de presse, n'accepte pas les femmes voilées sur leur carte de presse. Donc elles doivent, pour avoir leur carte de presse, qui est quand même un sésame dans notre profession et qui nous sert à de nombreux endroits, enlever leur voile pour la photo. Ce qui est, d'un point de vue de la loi... interdit, non ? De demander d'enlever le voile, puisque c'est pas laïque ou un espace public. Je veux pas dire de conneries, mais est-ce qu'ils ont le droit d'interdire le voile sur la photo ? En fait, ça va être un peu notre combat là à venir. On se pose la question parce qu'en fait, eux répondent aux nombreuses jeunes femmes et moins jeunes femmes, enfin aux nombreuses femmes qui ont dû se dévoiler pour la carte de presse, répondent en fait on est une carte d'identité et sur la carte d'identité il n'y a pas le droit. Sauf qu'en fait la commission de la carte, pour ceux qui connaissent pas, est gérée par la profession, à la moitié par le patronat, à moitié par des représentants des salariés qu'on élit chaque année. Oui. Donc c'est pas un établissement public, gouvernemental ou... Donc ils pourraient choisir... pas l'administration quoi. Voilà, exactement. C'est une organisation professionnelle et ils pourraient choisir d'être inclusifs, ils choisissent de ne pas l'être. Et c'est pas tout pour les femmes voilées, en plus de ne pas pouvoir être voilées sur leur carte de presse. Elles ne peuvent pas travailler dans certains endroits qui, dans le règlement intérieur, interdit les femmes voilées. C'est le cas d'au moins, et là je les cite pas nommément juste parce qu'en fait c'est un dossier qu'on est en train de suivre, c'est au moins le cas de 2 médias publics. Donc voilà, bon courage aux femmes voilées qui veulent être journalistes et aux jeunes femmes voilées qui veulent voir dans les médias des femmes qui leur ressemblent. Pour l'instant, c'est bien compliqué. Il y a des petits trucs, comme je disais tout à l'heure, les petits trucs, les noms. Il arrive très souvent, et dans plein de boîtes, y compris de gauche, que les personnes racisées soient échangées. Par erreur, tu veux dire ? Par erreur.
mais très régulièrement. En fait, on a l'exemple, quasiment tous les gens dans l'asso, y compris moi, ont des choses à raconter sur ça. Et en fait, on ne nous échange jamais avec des personnes blanches. Et en quoi c'est problématique et que c'est pas juste une petite erreur et que ça fait un contexte, c'est que les personnes racistes sont toujours prises pour le groupe. Donc on est l'arabe, on est l'asiatique, on est la juive, etc. Et on nous échange souvent entre personnes du même groupe racial. C'est pas parce que ce n'est pas fait de manière consciente que c'est pas pour autant raciste. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on n'est pas dans le combat. Bien évidemment qu'on combat les idées racistes, mais que parfois on se dit c'est des biais inconscients qui sont en fait ancrés dans notre société. Et en fait, il faut travailler avec les gens. Il faut en prendre conscience. Pour y travailler dessus. Et j'ai des exemples un peu plus hardcore quand même. Je vais en citer quelques-uns. Radio France 2017. Un animateur a du mal à dire le nom d'une de nos collègues à la radio en direct pendant qu'elle fait sa chronique et lui dit « dis-le, ça va être plus simple de dire elle-même son nom ». Une stagiaire, elle avait 18 ans, c'était à Téléstar en 2013 et un collègue reproche de ne pas boire d'alcool lors des pots. « Ah bah tu bois pas, tu fumes pas, tu couches pas, t'es pas drôle ». Ou encore un autre dans un prestigieux, très très prestigieux média national, c'était en 2012 « Tu fais le ramadan, bah je croyais que t'étais ouverte ». Donc ça, c'est une journaliste... Prends ça dans la gueule. Ouais, c'est une journaliste bien installée en CDI qui dit ça à une jeune femme en CDD qui était précaire et qui n'avait pas pu répondre comme elle l'avait voulu. Des exemples comme ça, moi, voilà, une collègue de l'AJAR qui fait de la radio, qui est noire et un producteur, il me semble, de médias publics appelé Ma Panthère, Mon Chocolat, des trucs comme ça. Des exemples comme ça, on en a plein. Des discriminations à l'embauche, on en a plein. Ouais. Des récits où en fait la personne n'a pas été prise à cause de ça. Et en fait, des exemples, on en a beaucoup trop. Et c'est pour ça que je pense que notre association a grandi vite, c'est parce qu'elle est venue rencontrer un besoin de personnes qui étaient en souffrance, en fait. Ouais, déjà besoin de raconter, j'imagine, de partager et de se dire, voilà, je suis pas tout seul, en fait. C'est pas que et moi. De se défendre. Ouais. Et c'est quoi les conséquences concrètes de ce manque de journalistes racisés au sein des rédactions, dans le traitement, dans la fabrication d'informations? Donc là, on parle même pas forcément du racisme, mais peut-être de biais qu'on peut avoir par ce manque de représentation. Ouais. Alors, il y a la question effectivement de la représentation, c'est-à-dire que, en gros, quand on est une jeune personne racisée aujourd'hui en France et qu'on a envie de devenir journaliste, on trouve peu de modèles de gens qui nous ressemblent. Quoique ça ait un tout petit peu évolué ces dernières années à la télé pour des questions d'image, et parce que la question commence à être aussi quantifiée dans des rapports, et donc du coup ils ont un peu plus honte, mais si vous allez dans la grande presse nationale écrite, où on voit pas nos têtes, vous allez voir qu'on représente pas du tout la France, ni socialement, ni racialement, ni... voilà, on est quand même dans une profession très très blanche, plutôt assez bourgeoise, qui travaille en réseau, puisque pas mal d'offres d'emploi ne sont pas publiées. Voilà, on n'est pas comme dans... Bouche à oreille, beaucoup de réseaux. Ouais. Beaucoup de réseaux, etc. Et ce qui forcément favorise une certaine partie de la population. L'impact que ça a sur notre production médiatique, au-delà du fait que plein de gens ne se retrouvent pas dans les médias, c'est que en fait, quand on arrive en tant que journaliste, on prend avec nous la ligne éditoriale du média, mais on vient avec tout ce qu'on est aussi. On vient avec tout ce qu'on est de biais raciaux, de biais sociaux, on vient avec tout ce qu'on a d'histoire, avec nos références culturelles. Et en fait, les médias s'appauvrissent à n'être constitués que de gens qui se ressemblent, qui ont tous fait Sciences Po, qui ont tous fait les mêmes écoles de journalisme, qui viennent tous socialement du même milieu, qui ont tous les mêmes références culturelles. Et donc, nous, on estime qu'en fait, on s'appauvrit par le manque de diversité. Et c'est aussi c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse comprendre en fait aux directions des médias, c'est qu'aussi dans leur intérêt qu'on se bat en fait, pour qu'il y ait des idées de sujets, des idées d'angles, etc., qui soient nouveaux parce qu'il y a des personnes qui ne leur ressemblent pas. Ouais. Mais il n'y a pas le risque justement en fait qu'on recrute des journalistes racisés pour les mettre un peu dans des boîtes, dans des boîtes, tu vois, en disant bon bah c'est bien, j'ai recruté quelqu'un qui va me parler des banlieues, tu vois, je fais le cliché mais un peu exprès, mais ce qui viendrait un peu corroborer ça. En fait, il y a deux choses. À la fois, c'est quand même intéressant pour les médias d'avoir des personnes qui sur les sujets de discrimination, de pauvreté, de quartiers populaires, parce que parfois les quartiers populaires c'est un pôle à part entière dans les médias, connaissent un peu de quoi ils parlent. Ça c'est... Mais à la fois, en fait, il ne faut pas que ça devienne des boîtes parce qu'en fait, les gens viennent avec tout ce qu'ils apportent et ce que les personnes racisées apportent, ce n'est pas que leur racisation, ce n'est pas que leur quartier populaire et que leur langue maternelle, etc. On avait un étudiant qui nous avait dit une fois, quand tu parles arabe en rédaction, tu t'envoies soit en Syrie, soit en banlieue populaire. Mais en fait, tout ce qu'on apporte, ça peut aussi avoir un
un intérêt majeur dans comment on traite les sujets d'environnement, dans comment on traite les sujets économiques, sociaux, en fait politiques. Avoir des personnes qui ne se ressemblent pas dans tous les pôles d'un journal, d'une rédac, d'une télé, ça peut... c'est un éclairage différent. Différent et aussi... non ethnocentré et non socio-centré comme ça l'est toujours. En fait, on a quand même une homogénéité médiatique qui est assez dingue. Enfin, un sujet sort quelque part et il sort dans 6 ou 7 médias. Et ça, c'est à la fois la concentration des médias, les mauvaises conditions des journalistes, tout plein de sujets que vous abordez régulièrement, mais c'est aussi que les journalistes se ressemblent, quoi. Ouais, quelque part, c'est vrai que ça n'aide pas. Je reviens un peu sur un peu en arrière, désolé, mais par rapport au comportement qu'il peut y avoir dans les rédactions vis-à-vis des journalistes racisés. Qu'est-ce que vous faites de manière concrète pour les aider? Alors, tu vois, est-ce qu'il peut y avoir plein de choses d'un accompagnement juridique? Est-ce que c'est des boîtes à outils? Est-ce que c'est juste, tiens, voilà mon épaule et viens pleurer sur mon épaule, je t'écoute? Et c'est une première étape parfois. Ouais. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, on a Pleure sur mon épaule, ça existe. C'est la commission Parole et Soutien où, en fait, sur des thématiques très précises, les gens se rencontrent et ils peuvent parler en fait de leur expérience à cœur ouvert, sans jugement et sans que ça sorte de la salle. Donc ça existe. On a un accompagnement juridique pour les problématiques d'ordre juridique quand le code du travail n'est pas respecté, quand il y a des... Et donc ce pôle est tenu par nos valeureux syndicalistes, parce qu'on a des membres qui ont des connaissances en droit du travail pointues parce que dans leur boîte, ils sont délégués syndicaux, membres de syndicats ou qui travaillent sur la question du droit du travail. On a aussi tout un aspect de formation, c'est-à-dire que non seulement on se forme nous-mêmes sur le racisme, parce qu'on n'a jamais fini de se former. Donc on a fait par exemple appel à la sociologue du CNRS, Solène Brum, sur la question de la race. On va être formé sur l'antisémitisme, sur le racisme anti-tzigane, etc. Pour à la fois venir nous aussi avec, dans nos propres rédactions, aussi avec des arguments forts et une connaissance fine du sujet. On a, pour que les gens aient plus accès aux médias, en fait, un comité qui s'appelle le Comitaf, où en fait on se partage les offres d'emploi, on se relie les CV, on fait en fait du réseautage, on est le réseau, on aime bien dire ça, on est le réseau des gens qui n'ont pas de réseau, parce qu'en fait ça se fait dans certains cercles de pouvoir, d'école, etc. Nous on n'avait pas ça, on l'a créé. Donc par exemple si quelqu'un postule à Mediapart, je vais relire sa lettre de motivation, je vais dire voilà, peut-être tu peux angler sur ça, Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait tout un travail sur la laïcité dans les rédacs. Par exemple, on accompagne nos jeunes membres femmes et qui portent le voile font un travail aussi de savoir en fait comment elles peuvent en fait lutter contre les discriminations dues à leur voile et à leur religion dans les rédacs. On fait plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a quand même, ça c'est mon comité, j'en ai pas parlé. Le comité RH. Où en fait, là, on est en train de rencontrer les directions des médias et plus particulièrement les DRH. Et en fait, on vient avec des propositions, on en a 11. C'est nos 11 commandements pour faire des rédactions, des lieux plus sûrs pour les personnes racisées et plus représentatifs de la société française. Avec pas mal de propositions, comme par exemple former l'ensemble des salariés et plus particulièrement les délégués du personnel, les RH et les managers à ce que c'est que le racisme, comment le détecter, comment on y répond, etc. D'accord. Et donc ça, c'est une charte qu'ils peuvent signer Alors, déjà, vous venez les expliquer. Voilà. Déjà, il y a un peu de pédagogie, etc. Prendre conscience. Voilà. Pour l'instant, on les a écrits. Et en fait, ça a pris pas mal de temps parce que pour qu'on se mette d'accord dans une si grande asso sur qu'est-ce qu'il faut faire en fait, dans nos rédacs très, très concrètement. Et là, en fait, on va faire... on va faire du lobbying, en gros. Quoi. Mais du lobbying bien, quoi. On va aller voir les entreprises et dire... voilà, en fait, toutes les entreprises de presse sont sujettes à des biais racistes dans le recrutement, etc., dans le traitement médiatique. Nous, on vous propose ces 11 solutions. Et c'est pas 11 solutions qui sont... je veux dire, ils signent pas un contrat avec l'AJAR, quoi. Ils signent un contrat plutôt avec eux-mêmes et avec les salariés. Une sorte de charte qu'ils pourraient publier de la même manière qui a été fait sur le climat ou sur l'IA. Voilà. Oui, après, c'est 11 points un peu... comment dire, ça, c'est le nec plus ultra de ce qu'on peut faire, quoi. Ouais. Par exemple, mais c'est des idées, enfin, ça se discute. Par exemple, nous, on propose des race éditeurs. Il y a des gender éditeurs qui font attention à ce qu'il n'y ait pas de biais sexistes dans les articles. Par exemple, pourquoi on décrirait beaucoup plus le physique d'une femme dans un procès que celui des hommes, faire attention aux commentaires sexistes, etc. Ça, il y a quelques gender éditeurs dans la presse française qui s'occupent de faire ça. Ou sur l'illustration, veiller en termes d'illustration, de photos, qu'on ait autant d'hommes que de femmes, etc. En tout cas, ou un équilibre, quoi.
Eh ben, on pourrait faire ça avec le race éditeur. Par exemple, on veillait à ce que dans les illustrations, les personnes noires ne soient pas échangées, parce que ça arrive quasiment toutes les semaines. On a un thread sur les personnes noires qui sont échangées. On prend une telle actrice pour mettre Aya Nakamura. Voilà, et ça arrive souvent avec les personnes noires quand même, en termes de photos, très très souvent. Ouais. Pour nous, c'est de la misogynie noire très claire. Et donc, du coup, on se dit, il faudrait quelqu'un, en fait, dont c'est le rôle, en fait. C'est son rôle. Ça n'existe pas en France ? Je crois pas. Je crois pas. On a fait un petit peu le tour des médias. Pour l'instant, il y a quelques gender éditeurs. La première était la nôtre, Lénaïque Bredou à Mediapart. Ouais. Mais on en est très loin là. Ouais. On a déjà... L'IA pourrait peut-être aider là-dessus, non ? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas... reconnaître sur une photo un homme, une femme, une personne noire. Alors après, reconnaître précisément que telle personne correspond bien ou non, c'est peut-être un autre sujet, mais on pourrait développer une IA qui scanne avant, qui dit attention, vous en êtes à plus d'hommes que de femmes, etc. J'imagine qu'il y aurait des trucs à faire là-dessus. Peut-être sur... tu vois, peut-être que la techno pourrait aussi aider quelque part à combattre ces biais inconscients, quoi. Ah mais nous, on veut que nos collègues, en fait, soient formés à ça. C'est juste moi qui réfléchis en plus comment on pourrait améliorer ça. Mais effectivement, de base, ce serait mieux que les gens soient formés et le fassent spontanément. Exactement. Et pas spontanément, mais du coup, être formé, c'est aussi une de nos propositions, la formation des personnels, des entreprises de presse, tout personnel confondu aux questions de racisme et de biais racistes, Ouais, c'est clair. Et est-ce que vous avez un rôle à jouer pour que les journalistes racisés qui font partie de l'association, eux, puissent représenter un peu l'association dans les rédactions ? Est-ce que vous les formez en disant parle-en à tes collègues, sois un peu l'ambassadeur ? Est-ce qu'ils le font quelque part au quotidien ? Est-ce que c'est dur peut-être d'incarner ça dans une rédaction ? Ouais, c'est dur, parce que t'es déjà la personne racisée, parfois t'es un peu seule. Ouais. Mais en plus, si on te met sur le dos la représentation de tout ton groupe racial et de tous les autres groupes raciaux en général et de l'association, c'est parfois un peu dur, on ne le demande pas à tout le monde. On a un groupe de porte-parole, dont je fais partie, qui répond aux questions de à peu près tout le monde. On est invité dans des médias, on est invité dans des lycées, on est invité même j'ai même fait un collège, moi, récemment, près de Rennes, pour parler de ce qu'on fait et en général, le racisme dans les médias. On commence à être invité par des institutions pour notre expertise sur ce sujet. On ne veut pas faire porter ça à tout le monde parce qu'en fait, parfois, c'est dur. Il y a des gens dans notre association qui sont dans des situations, parce que ce sont des personnes racisées, parfois compliquées dans leurs médias, et donc on ne peut pas demander ça à tout le monde. C'est les gens qui sont le plus confortables, souvent déjà en termes de contrat. Moi, par exemple, je suis à l'aise, en fait. T'es en CDI. Je suis en CDI à Mediapart. Jamais personne ne me reprochera d'avoir une parole antiraciste publique. Jamais. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, on ne demande pas ça à tout le monde, mais on a quand même des petits ambassadeurs un petit peu partout. Ça commence à essaimer et c'est cool, quoi. Ouais, j'ai l'impression. C'est quoi les futurs projets et peut-être tes défis aussi pour cette jeune association Ajar ? Déjà, c'est qu'elle soit un peu moins jeune. Parce qu'on est beaucoup de jeunes, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on est une jeune association jeune. Et en fait, notre génération a porté l'association. Donc moi, par exemple, j'ai 27 ans. On est beaucoup dans des gens de 30 ans. Il y a beaucoup de pigistes. Des jeunes professionnels, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de pigistes précaires, etc. Et en fait, quand on s'est lancé, et je le sais très bien parce que c'est moi qui l'ai fait, on a appelé franchement beaucoup de journalistes qui étaient de la génération en fait antérieure. Et je pense qu'ils ont essuyé les plâtres de manière beaucoup plus violente que nous parce qu'ils étaient encore moins nombreux à l'époque, qui sont super flippés de tout et que du coup ils nous ont pas suivis au début parce qu'ils se disaient moi je vais encore m'en prendre. J'ai trop à perdre peut-être. Tu vois, j'ai réussi à faire mon trou, ça a été dur, j'exagère, mais voilà, j'ai pas envie de tout rechallenger. Voilà. Mais du type, en fait, je suis rentrée, mais c'est méchant ce que je vais dire, mais j'ai pas laissé la porte ouverte pour les autres. En fait, j'ai pas fermé la porte, mais j'ai pas poussé pour que la porte reste ouverte parce que c'était déjà tellement dur pour moi, et je le comprends, que en fait, là, ça y est, je suis fatiguée. Mais sauf que nous, on a besoin, en fait. Là, je fais un appel, s'ils nous écoutent, venez, les quarantenaires, les cinquantenaires, etc. Parce qu'en fait, on a besoin aussi de leur expertise, de leur histoire, qui nous racontent comment c'était à leur époque, quand ils étaient encore plus seuls, etc. Donc déjà, qu'on soit plus représentatif des personnes racisées dans la rédaction, parce que pour l'instant, on est très, très jeunes. Ça. Qu'on continue à grandir et qu'on continue à aider le plus possible nos confrères et nos consoeurs et qu'on aille dans les écoles de journalisme et qu'on éveille les consciences de tout le monde, de personnes racisées, pas racisées, profs, peu importe. Que du coup, nos médias s'en améliorent et qu'il y ait de moins en moins de biais racistes si possible dans les articles. Et qu'on réussisse notre université d'automne qui est un casse-tête pas possible. On essaie de mettre ensemble une université d'automne à Marseille.
avec plusieurs jours de réflexion sur le racisme anti-tzigane, sur l'antisémitisme, sur l'islamophobie, sur le traitement médiatique des Palestiniens. Enfin, un truc un peu ambitieux. On est à fond dedans, mais on n'a pas d'argent. Donc, en gros, c'est appel au soutien, l'aide. Franchement, ouais. Toute aide est la bienvenue. Voilà. Donc, en gros, on a des projets un peu comme ça, structurants, qui sont aussi des moments où on se retrouve, où on apprend ensemble, mais c'est aussi des moments sympas. On n'est pas qu'une asso... Parfois, on est un peu une asso dure parce que les sujets sont durs. Voilà. Mais on a aussi trouvé beaucoup d'amour et de réconfort et de confraternité. Ce que tu disais aussi, le côté un peu réseau, vous connaissez aussi, et donc c'est aussi cool, quoi. Ouais, tu n'as pas que le cœur lourd. Non. En général, tu ressors le cœur plus léger. En fait, tu vas le cœur lourd de plein de trucs qui t'arrivent dans ton secteur professionnel ou dans ta vie, et tu ressors le cœur un peu plus léger. Et on met en avant aussi les travaux de nos confrères. Par exemple, là, c'était le Black History Month, le mois de l'histoire noire, et donc on a mis en avant les travaux de nos membres afrodescendants, donc en disant voilà, allez lire ces super trucs et tout. Et d'ailleurs, je fais un rappel, il reste 36 heures pour un projet que tu as soutenu, j'ai vu sur Afroculture, pour un hors-série sur le football. Voilà, Africulture fait une série. Ça coûte 18 € et franchement, ça les vaut. Plein de super illustrations, de super photos, de super articles sur la culture populaire et le foot en Afrique. Exactement. Et j'ai vu qu'il restait quelques heures. Oh, ouais. Je sais pas quand, il reste très peu de temps. Et je mettrai un lien également dans les notes de l'épisode. Dernière question pour clôturer cet épisode, Radija. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager ? Ouais, sur la jarre ou en général ? Sur ce que tu veux. Alors, les deux, si tu veux parler de la jarre, tu peux rajouter quelque chose, évidemment, mais si c'est autre chose, c'est bien aussi. Ok. Sur la jarre, on a notre fête des 1 an qui arrive. Ce sera le 24 avril à la Villette, dans une salle qui s'appelle La Folie. Alors d'abord, il y aura un débat sur le traitement médiatique raciste des violences policières avec les proches de Claude Jean-Pierre, qui est un homme qui est mort sous les coups de la police en Guadeloupe, et avec des journalistes qui ont travaillé sur le sujet. Et après, on expliquera tout le travail qu'on fait, parce que c'est à cette occasion qu'on va sortir notre kit. Comme la JL, on a un kit de bonnes pratiques médiatiques qui va sortir à cette occasion-là. Et après, on fera la fête avec des super DJ et ce sera super cool. L'année dernière, la fête a été super complète. Il y avait même la queue devant la salle et tout. C'était génial. Bon, peut-être pas pour les gens dans la queue, mais à l'intérieur, c'était génial. Et là, on pense que ce sera tout aussi cool. Donc le 24 avril, c'est ouvert à tous. C'est tout ouvert à tout le monde, journaliste, pas journaliste, racisé, pas racisé, tout le monde est le bienvenu. Ah oui. Venez faire la fête, partager, échanger. Voilà, discuter d'abord et après faire la fête et manger même. Enfin, ça va être cool, en vrai. Et sinon, au Luxor en ce moment, pardon, ça n'a rien à voir, mais je suis une grande fan de Michel Legrand. Je trouve que c'est le meilleur musicien qu'on a eu en France. Et en ce moment, au Luxor, au cinéma, j'ai aucun lien avec le Luxor d'intérêt. Il montre tous les films de Jacques Demy et Michel Legrand. Et donc là, c'est encore en cours. Ouais. Et il y a tous les super beaux films, super colorés et musicaux et joyeux et heureux de Jacques Demy qui passe en ce moment au ciné. Et c'est cool, faut y aller voir, quoi. Au ciné club. Et le Luxor, en plus, c'est un bel endroit qui a été bien refait. Donc le ouais. cadre est magnifique. Et ben c'est top. Merci beaucoup, Radija, pour tout ça. Bravo pour cette initiative, ce travail de la jarre qu'on suivra. N'hésite pas à nous renvoyer des news que je partagerai avec la communauté de Mediarama. Merci à toi. Merci, et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.